Salut tout le monde, bienvenue à la toute première émission d'Overtime NHL en ce jeudi 18 novembre. Très heureux de vous retrouver. Évidemment, comme le dit le nom, on va parler de NHL pendant ce Overtime. On vous invite également à nous poser vos questions dans le chat, comme c'est le cas dans nos autres émissions live, là, telles qu'Overtime, le classique. Aujourd'hui, on va parler d'NHL, mais on va surtout parler des joueurs suisses en NHL pour cette première émission. Comment s'est passé leur début de saison. Et également, on va parler des tops et des flops là, après une quinzaine de matchs pour à peu près toutes les équipes. Je ne serai pas seul aujourd'hui. J'ai un invité qui nous provient du Québec, de l'Amérique du Nord, le journaliste d'LNH.com. Également, on peut l'entendre sur le balado, le podcast de LNH.com, Nicolas Ducharme. Salut Nick! Hey, bonjour Jonathan. Ton podcast là, qui s'appelle La tasse de café LNH, là, qui est disponible sur toutes les plateformes. Oui, exactement. On est sur toutes les plateformes. Sinon, sur le site de lnh.com, on peut nous trouver aisément environ chaque 2 semaines. On a un épisode qui parle de l'actualité. On a des invités. On a un peu de tout. Donc, c'est à écouter. Ça fait maintenant 3 ans là, qu'on fait ça. Donc, puis nous, bien évidemment, à lnh.com, on couvre tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey ou la National Hockey League, comme vous l'appelez là-bas. Je pense que je vais m'échapper quelques fois, mais ouais, c'est ça, la NHL. Nous, on dit LNH, là, donc, donc, tout ce qui se passe au niveau de l'actualité là-bas, ça, mais aussi, bon, les joueurs francophones, on les donne un peu, on met l'accent là-dessus, donc c'est ça là, pour le podcast et pour le site web. Évidemment, on peut te lire quotidiennement. Mais là, aujourd'hui, tu nous fais la faveur de venir faire ton petit tour en Suisse de façon virtuelle. On te remercie d'ailleurs. C'est très agréable. Je vais aller visiter un jour, je le promets. Ben, j'espère qu'un jour, tu vas pouvoir venir dans nos studios aussi pour qu'on fasse ça en présentiel. Quoi qu'il en soit, ben Nick, on va tout de suite commencer en parlant des joueurs suisses parce qu'il y a des belles surprises. Il y a des joueurs aussi qui confirment ce qu'on attendait. J'ai tout de suite le goût de te lancer sur Roman Josi. 16 points en 16 matchs pour Josi. C'est ce qu'on attend de lui, hein, dans quelque sorte. Ouais, c'est même, je dirais, mieux que ce qu'on attend de lui. C'est toute une saison que Roman Josi connaît présentement. Meilleur marqueur de la Ligue chez les défenseurs. Donc, que peux-tu demander mieux? C'est difficile de demander mieux de la part de Roman Josi. 6 buts, 10 passes, 16 points. Il y a aussi, bien évidemment, il y a eu beaucoup de changements du côté des Predators de Nashville. Départ de Ryan Ellis. On se demandait un peu ce que ça allait donner. Moi, je m'attendais à ce que les Predators perdent du galon cette année, soit en ralentissement, mais leur jeu de puissance fonctionne présentement. Présentement, on a le meilleur jeu de puissance de l'histoire de la concession, 98-99. Donc, il y a peut-être un peu un débalancement par rapport à ce que cette équipe-là peut réellement offrir. Parce que dans les dernières années, c'était un des pires power play de la Ligue nationale de hockey. Donc, voir ça présentement, c'est excellent. Puis c'est le carrière, c'est Roman Josi qui est à la tête de ça. Il a 8 points en avantage numérique. Donc, la moitié de ses points, c'est en avantage numérique. Il ne faut pas se surprendre de le voir encore une fois dans la course pour le trophée Norris. C'est de bon augure là, à l'approche des Olympiques d'avoir un carrière comme ça qui est en forme. Mais là, tu viens de nommer le trophée Norris. Le trophée Norris, c'est le trophée remis au meilleur défenseur à la fin de la saison. Josi l'a gagné il y a 2 ans. Là, il est encore à ex-aequo premier pointeur chez les défenseurs. Quand il a remporté ce fameux trophée Norris, il était dans une mauvaise équipe parce que les Preds s'en allaient littéralement nulle part, n'avaient pas fait les playoffs cette saison-là. Là, par contre, d'être meilleur défenseur de la Ligue pour l'instant, évidemment, la saison est encore bien jeune, là, mais d'être dans une équipe surtout gagnante pour le moment, je pense que ça peut aider peut-être pour les votations à la fin de la saison si ça se poursuit comme ça. Ben oui et non, parce que pour un défenseur, c'est un avantage pour le trophée Norris d'être dans une mauvaise équipe. Quand on y pense, plus l'équipe est mauvaise, mieux tu performes, ben c'est un signe que tu es vraiment un atout incroyable à la ligne bleue. Donc, ça avait aidé Josi il y a quelques années. Cette année, ben là, les Predators, c'est justement, c'est pas une puissance, mais ça se maintient et même justement, c'est peut-être au-delà des attentes. Donc, oui, c'est excellent pour Josi ce qui se passe présentement. Surtout qu'il y a aussi la saison qui avait gagné le trophée Norris avait fini, je pense, dans les plus
alors qu'il avait l'une des pires défenses de la Ligue, là, une des pires équipes de la Ligue. Donc, ça, c'est sûr que c'est très positif. On va maintenant parler d'un joueur qui fait quand même couler beaucoup d'encre en Suisse, évidemment, parce que c'est le premier joueur repêché premier au total en NHL d'origine suisse. C'est Nico Hischier. Nico Hischier qui, pour l'instant, joue comme premier centre au New Jersey, qui a un bon début de saison dans les circonstances avec 9 points en 14 matchs. Il profite de l'absence de Jack Hughes parce que Jack Hughes est blessé. Mais derrière lui, il y a un certain Dawson Mercer qui fait très bien. C'est une recrue. Quand Jack Hughes va revenir, quelle est la place que Nico Hischier peut avoir au New Jersey? Hischier, avec les blessures, tout ça, un peu plafonné. Je pense que cette année, c'est vraiment une année qui est vraiment importante, pivot même, je pourrais dire, pour Hischier, où il se doit, c'est le capitaine au New Jersey, les Devils ont une formation qui s'est améliorée, qui va chercher des victoires, qui est capable peut-être même de se battre pour une place en play-off. Donc, pour Hischier, c'est vraiment là, de devenir le leader de cette équipe-là. Et bien évidemment, on a Jack Hughes qui, lui, progresse. Là, il est blessé. Ça a changé la donne parce qu'effectivement, Hughes jouait sur le premier trio, Hischier sur le deuxième. Donc, déjà là, dans l'organigramme de l'équipe, c'était pas nécessairement ce à quoi on s'attendait il y a quelques années. Lorsqu'on a donné, Hischier a signé un très gros contrat avec les Devils. Ouais. Donc, c'était pas, je pense qu'on pensait qu'Hischier serait vraiment sans dire un McDavid, mais un joueur d'impact pour cette équipe. Un joueur de concession. Exactement. Là, il reste encore un certain niveau, je pense, à atteindre à Hischier. Là, il a la chance de le faire. Tu parles de Dawson Mercer. La belle chose avec Mercer, c'est qu'il peut jouer à l'aile aussi. Donc, éventuellement, s'il continue dans cette trempe, Mercer sera peut-être muté à l'aile avec Jack Hughes ou avec Nico Hischier. On a juste davantage de munitions du côté de la troupe de Lindy Ruff. Mais oui, Hischier se doit de prendre un niveau supplémentaire cette saison. C'est une année importante pour lui. Après, Nick, c'est quand même un beau problème parce que les meilleures équipes ou les équipes qui gagnent la Coupe Stanley dans les dernières années, c'est des équipes avec des lignes de centre qui sont assez redoutables, qui sont des lignes de centre avec beaucoup de profondeur. Là, tu as 3 joueurs qui peuvent être dominants dans cette ligue. Même si tu dis qu'Hischier a en quelque sorte plafonné en raison des blessures, mine de rien, il n'a que 22 ans. Donc, c'est ça. Il plafonne pour l'instant parce que sa meilleure saison, là, si je ne me trompe pas, c'est sa saison recrue en termes de points. Mais là, en jouant sur le premier trio, évidemment, c'est peut-être sur les ailes qu'il y a un peu moins de profondeur au New Jersey, ce qui peut nuire à un Hischier s'il descend de trio. Oui, exactement. Il y a plusieurs, je faisais la blague, mais chez les Devils, on a deux deuxièmes trios. On n'a pas vraiment de premier trio. C'est cette année qu'on se doit de se mettre à avoir des premiers trios puis avoir des joueurs qui progressent. Dans le cas d'Hischier, comme je dis, c'est pas... Quand je dis une année pivot, c'est que c'est cette année où il peut devenir ce joueur d'impact-là. Il était encore jeune, n'était pas très bien entouré. Je veux dire, présentement, comme tu parlais des ailes, on a un Andreas Johnsson sur un deuxième trio. Johnsson à Toronto jouait sur la 4e ligne. Donc, ceci résume cela. Thomas Tatar est sur le premier trio avec Hischier. On se souvient en séries éliminatoires avec les Canadiens de Montréal l'année dernière. Tatar ne jouait pas. Donc, et un seul but depuis le début de la saison. C'est ça. Donc, on n'est pas bien entouré, mais au moins, on a, puisque tout le monde est un peu sur le même niveau, on se pousse. Tout le monde se pousse. Donc, ça, il y a quand même du positif. Lindy Ruff, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. Donc, c'est vraiment, là, lui, présentement, si Hischier termine l'année avec, je ne sais pas, là, 65 points environ, 70, ce sera quand même une bonne année. Là. Je ne joue pas justement avec des gros canons. Donc, c'est davantage... C'est davantage ça. Là. Je pense pas qu'il faut regarder seulement les points dans le cas d'Hischier cette année. Il faut regarder l'apport complet du joueur de centre avec les Devils. Au New Jersey, il n'y a pas seulement Nico Hischier qui est suisse, il y a également Jonas Siegenthaler, le défenseur, qui joue avec Piquet Souban. Pour ceux qui ont suivi le Canadien là, dans les dernières années en Suisse, Piquet Souban est un nom évidemment très connu. Je pense même pour ceux qui ont suivi le ski alpin, c'est un nom ici très connu, puisqu'il a partagé il a partagé sa vie avec Lindsey Vonn pendant de nombreuses années. Et malheureusement pour lui, le couple s'est terminé. Mais Piquet Souban se cherche depuis plusieurs années. C'est plus le Piquet Souban qu'on connaît. Cette saison, niveau points, c'est quand même pas si mal.
Il a tout près d'un point aux 2 matchs. Et Siegenthaler joue avec lui. Peut-être il semble s'être trouvé une niche quand même sur cette troisième paire au New Jersey. Ouais, ben écoute, Siegenthaler, c'est un joueur. Bon, a pas. Tu sais, lorsqu'il était avec les Capitals de Washington, a joué une année, je pense, complète, ou plus ou moins dans la Ligue nationale de hockey, une soixantaine de matchs, si je ne me trompe pas. Depuis, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'opportunités de se mettre en valeur. L'année dernière, bon, n'a pas beaucoup joué, là, a joué une quinzaine de matchs. Donc, dans le cas de Siegenthaler, c'est peut-être cette première année-là complète dans un rôle stable, un rôle où tu vas être dans la formation tous les matchs. Tu es sur une troisième paire, tu peux faire des erreurs, c'est pas plus grave que ça. Tu as un défenseur expérimenté à côté de toi en Piqué Subban. Faut pas prendre tous les plis de Piqué Subban, par contre. Je pense pas que Siegenthaler. La mission de Siegenthaler, présentement, c'est de faire attention puis c'est de rester en arrière et de surveiller quand Piqué Subban part vers l'avant. Donc, s'il réussit à faire ça, s'il est stable dans sa zone, il va être dans la formation. Puis c'est tout ce qu'on va lui demander à ce moment-là. Ouais, il a vraiment le rôle, j'ai l'impression, là, avec Piqué et Subban à droite, c'est le rôle de rester derrière et de réparer les erreurs de Piqué et Subban qui parfois arrivent et sont trop nombreuses. D'ailleurs, dans le chat, il y a Sébastien qui dit Subban a beaucoup perdu par rapport à avant. Et Fabien qui demande, Siegenthaler, est-ce qu'on peut dire qu'il est un défenseur défensif? Est-ce que c'est comme ça qu'on le caractérise au New Jersey? Je ne veux pas dire comment on le caractérise parce qu'il y a tellement peu de matchs joués dans la Ligue nationale et jamais dans des rôles importants qu'il y a peut-être un potentiel offensif qu'on ne lui a pas permis d'exploiter. Mais c'est sûr et certain, il y a des défenseurs qui ont fait leur carrière grâce à leur talent défensif lorsqu'ils ont accepté ce rôle-là. Donc, tu le places avec un défenseur qui a des carences dans sa propre zone. Tu fais le travail en arrière, c'est correct, tu vas jouer 10 ans dans la NHL à ce moment-là. Donc, c'est du positif. C'est le rôle que Siegenthaler doit probablement accepter. S'il y a de l'offensive qui vient avec ça, ben, ce sera un boni à ce moment-là. Mais pour faire sa place, clairement, lui, c'est au niveau défensif là, qu'il doit le faire, du moins à court terme. Un joueur qui fait beaucoup parler de lui depuis le début de la saison, c'est Timo Meier avec les Sharks de San Jose. Malheureusement, il a raté des matchs en raison, là, parce qu'il était sur le protocole COVID de la NHL. Mais c'est quand même 14 points en 10 matchs. Il joue avec Logan Couture sur le premier trio là, depuis le début de la saison. Logan Couture, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé. Un joueur très complet, une bonne tête de hockey. Et j'ai l'impression que ça enlève certaines responsabilités à Timo Meier qui peut tout simplement penser à l'attaque. Est-ce que tu le vois un peu comme ça? Exactement. Puis je pense qu'au-delà de Logan Couture, enfin, les Sharks cette année, on semble avoir un peu de mine dans le crayon. C'est pas oui, de mordant. Maintenant, je suis impressionné. Là, tu as été pour la jugulaire. Mais non, oui, effectivement, on a de la mine dans le crayon là, chez les Sharks. On a plus d'entrain. On vient de connaître 2 saisons tellement décevantes. Là, il y a un peu de vie présentement chez les Sharks. Donc, pour tout le monde, ça se répercute dans toute la formation. Et c'est Meier qui en profite là, présentement. 6 buts, 8 passes, 14 points en 10 matchs. Donc, ça le place au niveau de la moyenne de points parmi les leaders de la LNH. C'est du positif là, dans le cas de Meier. C'est un joueur qu'on attend. Ça fait quand même quelques années que Meier, on se souvient, avait fait 66 points en 78 matchs en 2018-2019. Et depuis, c'est une régression. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, sa régression s'est fait au même titre que celle des Sharks. Tout le monde a baissé le niveau du côté de la formation de la baie de San Francisco. Mais on a toujours su qu'il y avait un certain potentiel, mais il y avait chez les Sharks, on dirait une éthique de travail qui faisait défaut. Ça coûtait le poste à Peter DeBoer. Bob Boughner fait son possible pour ramener ça présentement. Mais Meier, c'est clairement le joueur qui doit être le fer de lance de cette relance-là des Sharks. Il n'y a pas de doute avec ça. Présentement, 5 points ces 3 derniers matchs. Donc, la COVID semble avoir au moins lui avoir permis de se reposer un peu. C'est positif. Je pense qu'il a le potentiel pour être assurément le meilleur pointeur de cette équipe-là. Et un joueur, une étoile là, dans la NHL. Donc, Meier, c'est le joueur à surveiller. À mon avis, c'est le joueur à surveiller parmi... Je sais à quoi m'attendre du côté de Romagnosi. Meier, c'est peut-être le joueur qui a le plus de potentiel d'explosion du côté des joueurs suisses présentement. Et il est encore très jeune. Je veux dire, il doit faire partie du noyau.
Mais c'est encore jeune. 25 ans. Juste... Ouais, non. Honnêtement, 25 ans, là, on Ben, se c'est doit pas mal d'avoir les années, c'est le prime. C'est là où Ouais. tu vois vraiment ce que t'as. Ouais, mais justement, là, faut que ça clique. Parce que c'est une chose de ne pas avoir atteint son prime encore à 25 ans. C'est une autre chose lorsqu'on vient de connaître 2 saisons décevantes. Tu me suis? Ouais. Donc, c'est le cas présentement pour ailleurs. Et là, est-ce qu'on a tourné le coin? Puis est-ce que justement, on va atteindre notre plein potentiel et être un atout? Parce que justement, il y a tellement eu de joueurs l'année dernière et l'année suivante qui ont déçu du côté des Sharks. Ben, là, on se doit de se retrousser les manches puis d'être un atout. Et c'est ce que fait Maillard présentement. Mais il a la chance là d'évoluer sur le premier trio. Il doit la saisir et devenir vraiment le noyau de cette reconstruction. Parce que les Sharks sont quand même en reconstruction. C'est encore une équipe en reconstruction. Il y a encore beaucoup de vétérans dans cette équipe-là, mais on peut dire que c'est une équipe en reconstruction quand même. J'ai l'impression. Écoute, on a un joueur présentement sur le premier trio, Jonathan Dahlen, jouant en deuxième division suédoise l'année dernière. Ça laisse savoir. Puis Dahlen ne connaît pas de mauvaise saison. C'est pas une critique, mais je veux dire, c'est pas ce à quoi on s'attend logiquement lorsqu'on recrute un joueur, que le joueur de deuxième division se retrouve sur notre premier trio. Donc oui, il y a beaucoup de failles chez les Sharks, des déceptions. Kevin Labanc était assurément une déception. Mais on a encore Brent Burns. Qu'est-ce qu'il reste dans le réservoir de Brent Burns? Eric On a Carlson. encore Eric Carlson. Est-ce qu'il peut redevenir le Eric Carlson d'antan chez les Sénateurs d'Ottawa? Je crois pas. Mais est-ce qu'il est capable d'être un défenseur qui donne une quarantaine de points par année et qui est sur la première unité d'avantage numérique ou qui est un atout sur la deuxième? Ça, je crois qu'il peut encore l'être. Donc, on a encore quelques éléments. On est allé chercher un gardien. Et là, je ne dis pas un bon gardien, juste un gardien, parce que Martin Jones, ça fait 3 ans qu'il ne fait pas le travail du côté des Sharks. Donc là, on a juste d'avoir quelqu'un avec des jambières capable d'arrêter les rondelles, c'est un gros boni présentement chez les Sharks. Donc oui, on est encore loin. Même, on a commencé l'année en force sur les Sharks, ça a peut-être donné un peu d'entrain à l'équipe, mais on devrait, à mon avis, rater les séries éliminatoires si la tendance se maintient. Ben, c'était justement la question de Fabien dans le chat là, qui disait est-ce qu'ils ont des chances pour les playoffs, les Sharks, ou pas du tout, mais est-ce qu'ils ont une chance sans nécessairement dire qu'ils vont être en playoffs de se battre pour les playoffs? Est-ce que tu les vois déjà rendus là? Ben, l'avantage que les Sharks ont, c'est qu'ils sont dans la section Pacifique. C'est, à mon avis, la section la plus faible de la Ligue cette année. Là, on est à 1 point de la 4e place. Donc, oui, on peut se battre pour les séries éliminatoires. Les Ducks surprennent. Les Kings font bien. Les Kings sont environ où je les voyais. Vegas, qui a beaucoup déçu en début de saison, on est abonné à l'infirmerie, comme on dit. Là, on a commencé un peu à remonter. Les blessés vont revenir. Donc, les Golden Knights devraient terminer devraient logiquement terminer au sommet de la section. Mais bon, les Oilers et les Ducks, ça va bien. Les Flames. Donc, on va se battre pour une place en séries éliminatoires, mais peut-être pas jusqu'à la fin de l'année. Ça se pourrait que ça décroche à un moment donné. Puis vois-tu, dans les 10 derniers matchs, on est 4-5-1, donc on joue pas pour 500. Là. Donc, ça va décrocher à un moment donné. Je sais juste pas à quel point. Est-ce que c'est avant ou après la pause olympique? C'est une bonne question. Là. Je veux pas m'improviser devant. Une équipe qui va bien et qui devrait voir les playoffs, c'est le Wild du Minnesota avec Kevin Fiala. 9 points en 15 matchs. Quand tu regardes les statistiques du Wild, il fait quand même partie des meilleurs pointeurs. Même Kirill Kaprizov, qui avait terminé meilleur pointeur de l'équipe la saison dernière, à, je pense, 11 points, donc seulement 2 points de plus que lui. J'ai l'impression que le Wild, c'est une équipe avec de la profondeur, parce que quand tu regardes qui marque, on dirait que tout le monde produit. Ouais, je suis un peu ambigu sur Fiala. Oui et non, cette année, il y a des hauts et des bas. Il a perdu sa place, on le sait, il a perdu sa place sur le premier trio avec Matt Zuccarello et Kirill Kaprizov qui se sont trouvés une chimie, là, larron en foire. Donc, même cette année, Fiala s'est retrouvé sur la 3e ligne. C'est pas exactement ça à quoi on s'attendait lorsqu'on est allé chercher chez les Predators de Nashville. Constance est peut-être le mot le plus important pour Fiala présentement. Il a enregistré des points lors de ses 3 premiers matchs. Depuis, là, il a été blanchi 9 matchs sur 12. Donc, je pense qu'il y a un match qui a 3 points. Là. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Ça aide aux statistiques. Là. C'est ça aide aux statistiques. Moi, je regarde. Une soirée de 3 points, c'est une chose. Ça se peut que ça soit un point sur un filet désert, puis une autre fois où la rondelle t'a frappé dans le dos, puis il y a quelqu'un qui l'a mis dedans. Donc,
3 points, c'est une chose, mais moi, je veux voir de la constance. Puis c'est ça, 9 de ces 12 derniers matchs, pas de points. Non, c'est pas suffisant là, du côté de Fiala. Je dois d'en faire un peu plus. Joue moins présentement. En plus, dans ses 4 derniers matchs, il y a 2 fois, il a joué juste dans les 14 minutes. C'est très peu. Donc, je ne suis pas certain que ça va super bien présentement entre Fiala et Dean Evason, l'entraîneur-chef, à moins que, bon, on cache peut-être une blessure, il y a peut-être des réalités qu'on ne connaît pas exactement. Mais Fiala est, à mon avis, un joueur qui peut donner plus. Il l'a fait lorsqu'il est arrivé avec le Wild. Et je comprends que l'arrivée de Kaprizov peut changer un peu la dynamique, puis mais Fiala est toujours bien sur l'avantage numérique, là, le premier avantage numérique avec Kaprizov, avec Zuccarello, avec Joel Eriksson. Donc, on lui donne les munitions pour avoir du succès, même si ce n'est pas sur une première ligne. C'est à lui d'y prendre. Voilà. On va se déplacer un peu dans le nord des États-Unis. On va s'en aller à Détroit. Parce qu'il y a un certain Pius Suter qui dispute sa 2e saison à NHL. Il a été un peu chanceux, Nick. Je ne sais pas si tu partages un peu cet avis, mais il a été un peu chanceux l'année passée parce qu'il débarque à Chicago. Kirby Dach se blesse au championnat du monde M20, rate la saison. Jonathan Toews ne joue pas non plus. Les 2 premiers centres de l'équipe qui ne sont pas là. Pius Suter a joué une bonne partie de la saison avec Patrick Kane, Alex DeBrincat. Quand tu arrives en NHL, c'est une super belle surprise de te retrouver avec ces gars-là. Les chiffres sont quand même intéressants pour une première saison pour Pius Suter. La signe avec les Red Wings de Détroit semble avoir son poste d'assuré comme 2e centre à Détroit, mais c'est une équipe jeune, c'est une équipe en reconstruction. Est-ce que Pius Suter est vraiment un 2e centre de NHL? Est-ce que c'est là que vous le voyez? C'est une bonne question. C'est un peu spécial ce qui s'est passé parce que justement, chez les Hawks, il s'est fait ouvrir la porte avec tout ce que tu as nommé comme problématique l'année dernière. A pas mal fait, mais les Hawks ne lui ont pas fait d'offre qualificative. Donc, chez les Hawks, on a jugé que Pius Suter n'était pas un joueur de la Ligue nationale de hockey, ou du moins un joueur qui pouvait les aider en sachant que, bon, Taze était de retour, que Dak était de retour. Mais bon, a laissé une carte de visite, a séduit les Red Wings. Jusqu'à présent, cette année, tu l'as dit, 7 points en 18 matchs. C'est pas mauvais. Il joue sur une deuxième ligne. Présentement, Pius Suter fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire faire de son mieux possible. Mais on a beaucoup de jeunes. On a un Joe Veleno qui s'en vient. On a un Michael Rasmussen qui s'en vient aussi chez les Red Wings. Donc, à long terme, Suter devrait perdre son poste sur le deuxième trio. Mais au moins, peut-être avec ces 2 saisons-là, puis s'il est capable d'être responsable défensivement, s'il est capable d'être un joueur intelligent, ben, il va peut-être avoir gagné quelques années supplémentaires dans la LNH, que ce soit avec les Red Wings ou ailleurs, en prouvant qu'il a été un joueur fiable. Il a 25 ans, c'est pas comme un joueur de 29 ans qui s'amènerait en Amérique du Nord. Donc, il a encore une possibilité de se développer. Savoir. Puis, effectivement, le terrain de jeu est parfait pour lui avec les Red Wings parce que tous les postes ou presque sont ouverts derrière le premier trio là, à Détroit. L'avantage aussi pour Pius Suter, c'est qu'il a signé un contrat incluant la saison 2022-2023. Donc, c'est quand même un contrat qui va lui permettre de se prouver, peut-être dans un différent rôle, parce que comme le dit Sébastien, comme tu l'as dit aussi, les jeunes commencent à bien pousser à Détroit. Sébastien qui rajoute, Suter a l'air d'avoir la confiance du coach. Fabien qui dit, ils surprennent un peu les Red Wings. Ça, on va en parler un petit peu plus tard aussi dans l'émission, parce que oui, c'est une équipe qui surprenne. Et Sébastien qui en rajoute avec Seider et Raymond. D'ailleurs, on a eu des questions par rapport à ça. On va y revenir un peu plus tard. On va continuer de se concentrer quand même sur les joueurs suisses. Mais Suter, quand même, qui est avec 2 joueurs là, qui sont capables quand même de produire offensivement, Dante Fabry et Philippe Zadina. Les 3 joueurs ont 7 points en 18 matchs. Les 3 joueurs ont exactement la même fiche. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de chimie qui manque entre ces 3-là, je ne sais pas. Ben, ça reste que c'est une équipe, bon, en reconstruction. Philippe Zadina, ça reste que c'est un jeune joueur. Fabry, il est encore en train de s'établir. Ça avait été difficile pour lui à Saint-Louis. A été échangé à Détroit. Depuis, il a pris son envol un peu. Suter, Zadina sont sur la 2e vague d'avantages numériques. Fabry est sur la première. Donc, pour engranger des statistiques, c'est peut-être pas le contexte idéal. Puis c'est surtout à Détroit, on n'a pas les forces, on n'a pas la brigade défensive qui nous permet de se porter à l'attaque. Donc, il faut jouer intelligemment, il faut jouer en arrière. Et c'est là que Pius Suter peut vraiment
gagner des points. Fabry est probablement pas un exemple de joueur défensif. Zadina l'est assurément pas. Donc, si tu veux un joueur qui monte la garde derrière les jeunes en avant, ben c'est à Suter de le faire. Et s'il est en mesure de le faire, ben justement, c'est là que je dis où il va avoir la confiance de Jeff Blashill. Très intéressant de suivre la progression de Pius Suter, qui avait été champion marqueur à sa dernière saison ici en National League, donc il est capable d'en faire des points. Il l'a prouvé aussi là, avec quand même une bonne récolte à Chicago, là, disons-le. Mais c'est ça que je dis, c'est une chose de faire des points en National League en Suisse, mais lorsque tu tombes dans la LNH, la National League en Amérique du Nord, tu te dois, pour un joueur comme ça, c'est de se trouver un rôle beaucoup plus que d'essayer en bon français, de la mettre dedans, là, comme on dit de notre côté de l'océan. C'est beaucoup plus ça. Puis s'il est capable de se trouver ce rôle-là, puis il fait 35-40 points maximum dans la Ligue nationale avec les Red Wings, il va avoir son poste l'année prochaine, puis probablement pour les années suivantes. Et l'avantage aussi, si je peux faire un parallèle avec Gaétan Haas, qui a eu sa chance en NHL pendant 2 saisons avec les Oilers d'Edmonton, c'est que justement, avec ces 2 premières saisons-là, Pius Suter a la chance de se prouver beaucoup plus qu'un Gaétan Haas qui était sur un 3e, qui rentre en NHL sur un 3e, 4e bloc avec Edmonton, derrière McDavid et Draisaitl. Il n'y avait aucune chance. Impossible de passer devant, c'est ça. C'est ça, exactement. Et tu te retrouves aussi avec une équipe. Bon, le jeu défensif chez les Oilers, c'est pas. Cette année, c'est mieux, mais lors des 2 dernières années, c'était pas très, très reluisant. Donc, en plus, là, lorsque autour de toi, personne ne fait le travail défensivement, tu peux essayer de prendre des bouchées doubles, mais probablement que ça ne fonctionnera pas. C'est un peu ça qui est arrivé avec Gaétan Haas, qui a été utilisé seulement sporadiquement la saison dernière. On va se diriger du côté de Columbus, parce qu'il y a un joueur qu'on connaît très bien qui fait ses débuts là-bas en NHL, c'est Gregory Hoffman, qui a été champion de la National League avec Zug la saison dernière. Tardait à vouloir passer en Amérique du Nord. Finalement, le décide. Il y a eu une transaction qui l'a amené à Columbus parce qu'il avait été repêché par la Caroline. 3 points en 13 matchs. Nick, Greg Hoffman, nous, ce qu'on a ici, là, c'est un shooter. C'est un marqueur de but. C'est un gars, quand il peut utiliser sa vitesse, qui peut être électrisant, qui est créatif. Mais à Columbus, il joue sur un 4e trio. Ça ne l'aide pas vraiment. C'est pas le type de joueur qui peut jouer sur une 4. Tu me parlais de Gaétan Haas, c'est un peu le même type de parcours là, pour Hoffman, c'est-à-dire peu d'opportunités. Ce qui a un peu déraillé peut-être le plan du côté d'Hoffman, c'est que Yegor Shinakov et Cole Sillinger ont fait le club du côté de Columbus. Donc, 2 jeunes qui font leur place, ben, c'est des opportunités d'être mieux classés là, dans l'organigramme qui s'envole à ce moment-là. Donc, présentement, Hoffman vient d'arriver. Devant lui, il a Eric Robinson qui est là depuis quelques années. On le connaît probablement plus aussi, Robinson, performe mieux. Donc, je ne suis pas certain qu'Hoffman, cette année, va avoir les opportunités pour se signaler offensivement. Fort heureusement, si ce n'est plus John Tortorella, l'entraîneur, donc il n'est pas obligé de jouer seulement dans sa zone. Peut-être, c'est un joueur, bon, Hoffman va avoir besoin d'un concours de circonstances pour faire sa marque cette année. Je ne suis pas certain que ça va pouvoir se produire. Quand je parle de concours de circonstances, c'est des blessures, c'est des sous-performances de certains joueurs. Mais regardez présentement, là, on a des blessés en plus. Là, on a Patrick Laney. Bon, Laney, il joue à gauche habituellement. Peut jouer des 2 côtés, mais on a Max Domi. Domi peut jouer au centre, mais peut jouer à l'aile aussi. Et alors là, lorsque eux vont revenir, je ne suis pas certain où je vois Hoffman. Donc, ça pourrait être lui qui va être copé à ce moment-là. Ça se pourrait que l'aventure en Amérique du Nord, là, il a un contrat d'1 an, là, ça se pourrait que ça soit court là, dans son cas. Surtout que sa carrière était quand même déjà bien établie en Suisse. Peut-être que de rester... Après, s'il a sa chance, s'il saisit sa chance, si un match, il est sur un 2e bloc, qui marque, il va peut-être forcer la main un peu. Il faut qu'il garde une bonne attitude, une bonne éthique de travail. Et ce sera peut-être ça la clé. Wayne Gretzky a déjà dit, tu manques 100% des tirs que tu ne prends pas. Donc, il a tenté sa chance en Amérique du Nord. S'il ne l'avait pas tenté, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Vaut mieux l'avoir tenté, vivre sans regret, que de vivre avec des regrets pour le reste de la carrière. T'as bien raison. Philosophe, ce Nick. Philosophe.
À Columbus, il y a également Dean Koukan, là, qui est suisse, mais il est blessé. Là, n'a pas joué depuis le 25 octobre. Seulement 2 matchs cette saison. Lui qui fait la rotation là, parmi les derniers défenseurs du club, là, entre le 7e et 6e défenseur. Rapidement, parce que le temps file, Philippe Pourachef, lui aussi joue sur le 4e trio des Blackhawks. 4 passes en 15 matchs. C'est un joueur qui est capable de donner de l'offensive, mais encore là, pour lui, il est très jeune. Par contre, comparativement à Hoffman, aura le temps quand même de se faire valoir dans sa carrière, mais un joueur offensif, encore là, en 4e trio, c'est plus compliqué. Peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Il n'est pas dans une mauvaise position, Kourachev. Laissez-lui le temps. Question de temps, ouais. C'est ça, question de temps, question de confiance. On a eu justement, on en parlait tantôt, le retour de Dak, le retour de Taze. Ça contrecarre un peu là, les places s'il avait voulu évoluer au centre, mais on va lui laisser du temps à Kourachev. C'est un processus là, dans son cas. Les Blackhawks ont amorcé la saison. Ça a été très difficile. On a congédié l'entraîneur Jeremy Colliton. Il y a des changements qui se passent en ce moment. Donc, présentement, visiblement, Derek King, le nouvel entraîneur, peut-être pas ne connaît pas beaucoup Kourachev. Quoi qu'il l'a dirigé à Rockford là, dans la Ligue américaine de hockey. Donc, peut-être un lien aussi. Ça peut aider Kourachev. Restons patients là, dans son cas. Il y a Nino Niederreiter, qui a 3 buts en 8 matchs, a été blessé, vient tout juste de revenir au jeu. Là, il a joué un match depuis son retour. Il est sur un 3e trio. Ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour lui, mais il y a de la profondeur en attaque en Caroline quand même. Ouais, écoute, le 3e trio des Hurricanes pourrait être un 2e trio ailleurs. Donc, on a plusieurs options. On a été chercher à gros prix Jesperi Kotkaniemi, il joue sur la 4e ligne. Donc, il joue au centre, peut jouer à l'aile Kotkaniemi. Donc, là, présentement, Rod Bradamo, l'entraîneur là-bas, a une main pleine. A tellement d'options. Pas pour rien qu'ils sont au premier rang de la Ligue nationale de hockey présentement. Donc, dans le cas de Nino, lorsque la porte va s'ouvrir, si la porte s'ouvre, c'est de la prendre, mais c'est surtout d'être constant. Ça a été quand même pas toujours égal son jeu à Niederreiter dans la NHL, donc depuis le début de sa carrière, des bonnes, des moins bonnes saisons. Donc, dans son cas, écoute, tu as une chance à la Coupe Stanley. Honnêtement, les Hurricanes de la Caroline, c'est une formation qui peut gagner la Coupe Stanley. Donc, travaille dans le même sens que tout le monde, puis à un moment donné, peut-être que tu auras moins de points, mais tu vas avoir une bague au doigt, là, ça va valoir beaucoup, beaucoup plus que 10 points, quelques buts de plus là, dans la saison. Tu as dit constance dans le cas de Fiala, mais aussi dans le cas de Niederreiter. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu les deux, un peu le même combat, là, la constance, parce qu'on sait à quel point ils peuvent être bons les deux. Le dernier en liste, c'est Mason McTavish. Il est canadien, mais il est né en Suisse. Ouais, c'est ça. Tu peux presque m'en parler plus. Là. Je t'avoue que McTavish, écoute, même bien d'avoir... Troisième choix au total des Ducks d'Anaheim à l'été. 18 ans seulement, fait ses premiers pas, 3 points en 8 matchs cette saison. Il joue sur le 3e trio des Ducks, mais les Ducks qui surprennent. Et McTavish, c'est quand même pas mal de jouer déjà des matchs en étant 3e overall. C'est pas gagné d'avance quand tu es 3e. Surtout, on connaît, la saison dernière, il était venu jouer ici en Suisse, en Swiss League, donc la 2e division, là, pour toi qui est peut-être un peu moins familier avec... Non, je connais bien. J'ai des informateurs en Swiss League. Ah, je sais pas de qui tu parles. Mais donc, il avait joué à Holton, avait connu quand même une bonne saison à 17 ans seulement. Donc, McTavish, quand même, qui a un bon début de carrière pour lui, on doit le dire. Oui. Puis, honnêtement, on a parlé, c'est que je ne l'ai pas regardé parce que je l'avais considéré uniquement comme un Canadien, mais j'avoue qu'effectivement, il est né à Zurich. Ouais. Donc, et McTavish, oui, 3e choix, les Ducks qui surprennent. Moi, je suis surpris aussi de voir, c'est quand même une belle preuve que la Swiss League est un beau calibre parce qu'un joueur qui a bien fait en Swiss League est capable de se débrouiller en NHL cette année. Donc, puis il est jeune, puis il va progresser, 3e choix. On ne savait pas exactement aussi avec la COVID, avec les joueurs qui n'ont pas joué. McTavish aurait dû être dans la Ligue de hockey de l'Ontario cette année, l'année dernière plutôt. Donc, c'est un bassin de joueurs où c'était plus facile de le classer. Donc, on aurait pu voir à ce moment-là, est-il un 3e choix, est-il un 10e choix? Mérite-t-il sa place en première ronde? Donc, je vois ce qu'il a fait en Swiss League l'année dernière, puis c'est bon signe pour lui, puis c'est bon signe de... Écoutez, si jamais ne fait pas l'équipe canadienne, qui sait, hein, il doit quoi? Il a la... Je sais pas s'il a la double citoyenneté. Je pense pas qu'il l'a, mais... Non, mais on va être franc, je pense qu'il va faire. Je pense qu'ici, il est prêté par les Ducks d'Anaheim, il va faire l'équipe canadienne. Connaissant l'équipe canadienne, quand tu as un top 3, tu le prends, là, pour les mondiaux M20. Oui, c'est ça. Je parlais
plus tard dans sa carrière si jamais les choses ne tournent pas comme il veut. Mais bon, après, comme je te dis, moi aussi, je savais qu'il avait joué ici en Suisse. Je savais qu'il était né en Suisse. Par contre, je ne sais pas s'il y a le passeport. Mais bon, je l'ai quand même inclus parce que c'est une belle histoire et on l'a vu évoluer ici en Suisse la saison dernière. Pour terminer... C'est son père. Son père a joué je pense, ouais. 10 ans en Suisse. Là, donc, c'est ça, Dale McTavish. Ouais. Pour terminer tout ça, on va revenir sur Hoffman. Il y a Fabien qui dit est-ce qu'il y aurait une autre organisation pour Gregory Hoffman pour jouer sur un deuxième trio? Le problème, j'ai l'impression, dans Hoffman, c'est que pour bien vendre un joueur, il faut aussi qu'il ait la chance de se prouver. Ouais, puis je veux dire, Hoffman est plus près du ballottage que d'un deuxième trio présentement au niveau de l'évaluation de toutes les équipes de la NHL sur ce qu'il peut apporter. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il va y avoir une équipe qui va payer pour Gregory Hoffman. Peut-être, mais bon, si les Blue Jackets venaient qu'à le céder au ballottage, s'il y a une équipe qui le tient en haute estime, peut-être. Mais on est plus dans le concours, comme je disais tantôt, concours de circonstances, si jamais il y a d'autres blessés, si jamais il y a une porte qui s'ouvre. Mais bon, c'est à lui à être constant, puis c'est à lui à être solide défensivement, parce que sur un quatrième trio, c'est ton pain et ton beurre. Donc, si tu n'es pas solide défensivement sur un quatrième trio, ce que tu fais en attaque, ça compte, mais ça n'a pas la même valeur si pour marquer ton but, il y en a deux qui sont marqués derrière toi. Voilà, on va prendre maintenant quelques questions qu'on a reçues avant l'émission. Il y a Vladi, qui est un fan des Maple Leafs de Toronto, qui demandait si on croyait à un retour de Denis Malgin avec les Leafs cette saison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Denis Malgin a signé, là, si je me trompe pas, c'est jusqu'en 2024-2025 avec Zurich. Nick, je pense que quand une équipe détient les droits sur un joueur mais le laisse partir en Suisse, je pense que c'est pas mal fini son aventure en Amérique du Nord pour lui. C'est exactement. C'est bien résumé. J'ai rien d'autre à ajouter. Sinon, un peu partout là, dans la Ligue nationale, il y a Sébastien qui nous demandait que pensez-vous de Détroit cette année? Incroyable début de saison de Lucas Raymond et Moritz Seider, le défenseur allemand. Seider, une demi-surprise, mais Raymond, personne ne l'attendait si fort, si tôt. Ça sent le trophée Calder pour un des deux s'il continue comme ça. Honnêtement, Lucas Raymond... Maurice Seider, je l'aime beaucoup. Là, c'est un défenseur format géant qui a été repêché par Détroit peut-être plus vite qu'il était classé par les centrales de recrutement. Mais Lucas Raymond, les 2 années avant son repêchage, il faisait déjà beaucoup parler de lui. Il a été devancé par 3 joueurs qui vont être des vedettes aussi en NHL. Mais là, pour l'instant, il fait vraiment ses preuves cette année. Écoute, pour les Red Wings, tant qu'on n'affronte pas les Canadiens, ça va bien. Lorsqu'on affronte les Canadiens, là, on a gagné samedi passé, mais les 2 autres matchs, j'étais à un des 2 matchs là, qu'on a joué à Montréal. Ça s'est terminé 6-1 en faveur du tricolore, une des quelques victoires du tricolore cette année. Mais bon, pour les Red Wings, c'est encourageant, c'est génial à voir. On le sait, cette organisation-là a toujours pris beaucoup, beaucoup son temps avec ses espoirs. De ne pas les rappeler trop rapidement de la Ligue américaine de hockey. Mais dans le cas de Raymond, dans le cas de Seider, on l'a fait. On leur a fait une place immédiatement dans la NHL. Et ça paye. À date, ça paye. Ils sont beaux à voir. Seider, vraiment, là, le match, justement, ça s'est terminé 6-1. Ça n'a pas été une belle soirée pour les Red Wings. Mais Seider, tu le voyais sur la glace qu'il a quelque chose de spécial. Là, on a 2 piliers sur lesquels on peut construire. On a un Tyler Bertuzzi qui connaît une bonne saison. Dylan Larkin, s'il peut demeurer en santé, fonctionne à 1 point par match. Je m'attendais aucunement à une telle performance de la part des Red Wings. On a maintenant un bon gardien en Alex Nedeljkovic que les Hurricanes ont laissé partir. Il y a des pions intéressants, il y a des atouts intéressants présentement dans le jeu de Jeff Blashill. Est-ce que c'est assez pour être des séries éliminatoires cette année? Je ne le sais pas. On est dans une section, on est 4e présentement de la section Atlantique. La section métropolitaine est quand même très relevée. Donc, je pense qu'on va être à court un peu. Mais attention, les Red Wings, à une époque, Datsyuk et Zetterberg ont été 2 des piliers de l'équipe. Et là, c'est peut-être les 2 nouveaux piliers sont peut-être déjà arrivés chez les Red Wings. Donc, après plusieurs années de misère, il y a lieu d'être positif là, dans la ville de l'automobile.
Rapidement, il y a Sébastien qui demande l'échange Manta-Verona. Vous en pensez quoi? Anthony Manta qui avait été échangé des Red Wings aux Capitals de Washington contre Jakub Verona à la date limite des transactions, je pense, la saison dernière. Là, je me souviens plus exactement de la date, là, mais je pense que c'était à la date limite des transactions. Ça, exactement. Je pense que c'est un win-win pour les deux équipes. C'est une bonne transaction pour les deux clubs. À date, c'est nul parce que les deux sont blessés, donc c'est dommage. C'est juste ça. Vrana n'a pas joué encore cette année. Manta a été blessé. C'est une longue absence pour lui. Ça me déçoit tellement parce que j'avais hâte de voir ce que Vrana allait faire. Et là, c'est ça, on parle des jeunes qui arrivent à Détroit. Vrana, enfin dans un rôle de premier trio, pas derrière un certain Alex Ovechkin, pas derrière les gros canons à Washington. Je pense qu'il était capable de fonctionner peut-être à un rythme de 70, peut-être 80 points cette année. C'est un joueur que je crois meilleur, peut-être même offensivement que Manta. Et en plus, les Capitals ont payé le gros prix pour aller chercher Manta. Donc, j'ai hâte. Vrana devrait revenir possiblement en janvier. J'ai vraiment hâte de voir. Et pour Manta, ben, c'est décevant parce qu'elle avait un beau poste, là, justement, du côté du deuxième trio des Capitals. Mais comme plusieurs autres joueurs là, chez les Capitals, on est ennuyé par les blessures. Donc, c'est dommage. On verra bien. Là, on s'en reparle dans 1 an et demi. On se donnera rendez-vous, Nick. Moi, tout ça est enregistré. Hein, donc, je boucle le tout immédiatement. Il y a Didier qui demande étant fans des Blues de Saint-Louis, pensez-vous qu'ils auront les moyens de rééditer leur exploit de gagner la Coupe Stanley comme en 2019? Ben, les Blues, pas de mauvaise année cette année. En plus, on a été capable de garder Vladimir Tarasenko. On le sait, avait demandé une transaction. Finalement, on semble avoir réussi à le convaincre de rester avec l'équipe. On a été chercher Pavel Buchnevich aussi du côté des Rangers. C'est une bonne équipe, il n'y a pas de doute, c'est une bonne équipe. Les Blues, est-ce que c'est assez pour se battre pour la Coupe Stanley? On est dans un peu un bassin là, de 8 ou 9 équipes qui ne sont pas dans l'élite de la Ligue nationale de hockey. En même temps, l'élite de la Ligue nationale de hockey, j'avais l'Avalanche cette année, puis ça ne va pas très bien. Donc, mais on n'est pas dans l'élite. Mais bon, souvenez-vous, là, lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley, on était dernier, on en parle souvent, mais on était dernier au classement en janvier. Je pense le 3 janvier, on a gagné la Coupe Stanley. Donc, est-ce qu'ils sont capables de rééditer l'exploit? Absolument, comme plusieurs autres équipes. On est dans ce bassin-là d'équipes qui peuvent compétitionner, mais qui ne sont pas dans l'élite là, de la NHL. De toute façon, Nick, tu vas être d'accord, le plus important et le plus difficile, c'est de se qualifier pour les playoffs. Ensuite, le Canadien nous l'a prouvé l'année passée, tout peut arriver en playoffs. Oui, c'est un slogan très populaire. Là. Une fois en série, tout peut être arrivé, mais je pense qu'on va être... Bergevin l'a dit souvent dans son passage. L'équipe a prouvé l'année dernière qu'il avait raison, donc... mais bon, on s'attend quand même à un peu plus là, C'est une vision, mais bon, on peut viser un peu plus haut. Avant de passer à tes tops et tes flops, on prend une dernière question. C'est Richard qui nous a demandé si vous seriez à la place du directeur général des Penguins de Pittsburgh, est-ce que vous garderiez Malkin et Le Temps, Evgeny Malkin et Chris Le Temps, qui ont fait partie évidemment des belles années des Penguins de Pittsburgh. Il y a beaucoup de bruit pour ces joueurs, beaucoup de rumeurs de transactions. Les Pingouins qui semblent avoir décidé de les garder, d'essayer encore une fois avec eux. Est-ce que c'est une bonne décision ou est-ce que ce ne serait pas le temps de rajeunir cette équipe-là et d'utiliser la valeur marchande de ces joueurs pendant que c'est encore temps? C'est la question à $1 million là, du côté de Pittsburgh. On se souvient, Jim Rutherford, le directeur général de l'équipe, a quitté son poste l'année dernière, il me semble bien. Parce que je pense que la philosophie du groupe de propriétaires versus sa philosophie, lui, en tant que directeur général, n'était peut-être plus la même. Lui avait peut-être réalisé que c'était le temps de faire un changement là, comme amorcer la reconstruction. Puis bon, le club a fait tant qu'on a Malkin, tant qu'on a Crosby, tant qu'on a Christopher Le Temps, tant qu'on a ce noyau-là de joueurs, c'est pas vrai qu'on va reconstruire. Mais là, les succès en ces éliminatoires des Pingouins, depuis quelques années, c'est quoi, là? Ça date qu'on est éliminé en première ronde, je pense, toutes les années, depuis 3 ans. Malkin vieillit, fragile, donc sa valeur, c'est pas vrai que c'est la même valeur qu'il y a 5 ans. Le Temps, encore un défenseur d'élite dans la Ligue nationale de hockey. Crosby, c'est Crosby. De toute façon, effectivement, je ne suis pas certain qu'on va l'échanger, mais bon, si Wayne Gretzky peut être échangé, tout est possible.
On parlait des Red Wings tantôt. Les Red Wings, c'est une équipe qui s'est accrochée longtemps à ses vedettes, à son noyau, puis elle en a payé le prix en connaissant des années de misère. Les Ducks, ça a été la même chose parce qu'on avait gagné la Coupe Stanley avec ce noyau-là. Et là, il y a des rumeurs, c'est presque confirmé, là, alors que je n'ai pas regardé récemment, là, mais ça semble s'en venir que le club va être vendu à un groupe qui est propriétaire des Red Sox, le Fenway Group, les Red Sox de Boston dans le baseball majeur. Ça aussi, ça peut apporter des changements parce que là, on a une nouvelle vision, on a fait des investissements, on ne veut pas acheter un club, puis après ça, on commence 4 à 5 années de reconstruction. Mais chez les Penguins, on a dilapidé toute notre banque de choix, notre banque d'espoir. Logiquement, une équipe aurait amorcé une reconstruction, mais chez les Penguins, on ne le fera peut-être pas parce que justement, on s'accroche un peu trop à nos joueurs vedettes. Ben Nick, moi, mon avis là-dessus, c'est que justement, ces 3 joueurs-là en vendent des maillots. Et quand tu es dans un marché comme Pittsburgh, le hockey, oui, se vend bien, mais se vend bien aussi quand tu gagnes. Parce que dans les années de misère avant Crosby, Fleury, Le Temps et Malkin, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les gradins, dans le vieux Colisée. Là, le vieux Civic Center. Là, le Mellon Arena. Le Mellon Arena, le magistral Mellon Arena avec son toit en voûte. Toi qui s'ouvrait, hein, tu le sais. Ah non, je savais pas ça par contre. Ouais, le toit pouvait s'ouvrir. Je te conseille le très, très mauvais Sudden Death avec Jean-Claude Van Damme qui se passait dans l'aréna. Donc, des terroristes qui s'attaquaient à l'aréna des Penguins de Pittsburgh. Et le toit ouvre là, à la fin. Là. Donc, un toit rétractable là, pour une aréna de hockey, c'était spécial. Mon producteur, qui je pense a vu le film parce qu'il fait signe que oui derrière l'écran. Donc, il est d'accord avec ce que tu dis. Je sais qu'au Québec, c'est Suspense en prolongation, mais je ne sais pas de votre côté le nom que. C'est pas toujours les mêmes titres. Hein? Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas. Je te dirais que juste d'écouter le bout, le toit ouvre. Le reste, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, critique de film sur Nicolas Duchamp. Il est polyvalent. Pour ce qui est de Sidney Crosby, moi, j'ai l'impression que si on vient qu'à vouloir l'échanger, on va lui demander de 1. Et sinon, ça va peut-être venir de lui. Je veux aller dans une équipe où j'ai peut-être encore une chance de gagner. On verra bien. Nick, là, le temps passe. Je t'avais dit une trentaine de minutes. Finalement, ça fait déjà près de 50 minutes. C'est trop agréable de discuter de NHL avec toi. Écoute, c'est fidèle à nous-mêmes, je veux dire. Oui, c'est ça, exactement. On se connaît bien. Oui. Écoute, tes tops et tes flops. On va y aller avec 2 tops de ta part et 2 flops aussi depuis le début de cette saison. Les Ducks d'Anaheim. Je n'attendais absolument pas les Ducks d'Anaheim au sommet de la Ligue nationale de hockey. J'y crois toujours pas. Je reste toujours sceptique. Cette équipe-là était une des pires dans la LNH. Plusieurs les mettaient justement dans un top 5 dans le boulier pour la loterie. Et là, tu as un Troy Terry qui sort de nulle part, qui a 21 points en 16 matchs. Ryan Getzlaf qui joue comme à l'époque où il dominait la NHL avec les Ducks quand on a remporté la Coupe Stanley là, en 2007. John Gibson, on a toujours su que John Gibson était un bon gardien au sein d'une mauvaise équipe. Et là, il est en train de le prouver. On a des jeunes qui poussent. On a un Maxime Comtois qu'on pensait donner on pensait qu'il allait aider cette année. Il est blessé, n'a pas fourni. Il n'avait pas un bon début de saison du tout. Il n'avait pas un bon début de saison, puis là, il est blessé. Il traînait une blessure. Là. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le cas de Comtois. On dit souvent, est-ce qu'une équipe en reconstruction, quand va-t-elle tourner le coin, puis quand va-t-elle devenir justement une équipe capable de se battre pour les tirs éliminatoires? C'est possiblement ce qu'on voit là, du côté des Ducks. Sinon, avais-tu un autre top pour nous? Alex Ovechkin? Ça te va? Est-ce que j'ai besoin d'en dire? Je veux dire, Ovechkin fonctionne à un rythme incroyable cette année. Au niveau des buts, je vais... Laisse-moi 2 secondes, c'est parce que j'ai de la misère à les compter. Là. On est à 12 buts. Fonctionne, à part Leon Draisaitl, il est premier dans la LNH. Il est deuxième plutôt dans la LNH à égalité avec Kyle Connor et Chris Kreider. Ovechkin vieillit comme le bon vin. Dans la course pour aller tenter de rejoindre Wayne Gretzky, le record des buts de Wayne Gretzky. Les Capitals, n'oubliez pas, les Capitals, il manque Niklas Backstrom, il manque Anthony Mantha, TJ Oshie est sur la liste des blessés. Cette équipe-là, on la voyait juste essayer de survivre en début de saison, juste essayer de se tenir dans la course aux séries éliminatoires d'ici au retour des blessés. Et là, avec Ovechkin qui
fait tout, puis qui marque, puis qui a 26 points en 17 matchs. Je ne sais pas quand il va ralentir, mais visiblement, c'est pas cette année. Nick, si je me trompe pas, c'est son meilleur début de saison en carrière, ou du moins un de ses meilleurs débuts de saison en carrière. 36 ans. Moi, c'était mon top aussi parce que Alex Ovechkin, ça fait longtemps qu'on parle du record de Wayne Gretzky. C'est rare à notre époque qu'on voit des joueurs flirter avec des records de Wayne Gretzky parce que ses chiffres sont tellement exceptionnels qu'on a l'impression que personne va les rejoindre. Et là, il y en a un dans notre génération qui pourrait y arriver, c'est Alex Ovechkin. Et d'ailleurs, on a la question de Sébastien, pensez-vous qu'il peut battre Wayne Gretzky? Moi, je pense à chaque année que il va ralentir. Parce qu'il doit maintenir une moyenne de, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine de buts par saison avant la fin de sa carrière s'il prend sa retraite à 40 ans. Mais je pense que son objectif est de battre ce record. Sinon, il serait peut-être retourné en Russie, terminer sa carrière. Mais il est motivé plus que jamais, j'ai l'impression. Et tout lui sourit. Il semble encore en pleine forme. Ouais, il vient de signer un nouveau contrat là, de quelques saisons. Là. Je me souviens plus exactement le nom. Jusqu'en 2025-2026, ouais. C'est ça. Donc, 5 ans. Tu ne signes pas un contrat de 5 ans avec comme but de prendre ta retraite après 2 ans ou d'arrêter. Sébastien qui dit 33 buts par saison pour 5 ans pour battre le record. Tout est une question de constance. Tout est une question de rester en santé. Surtout rester en santé. S'il peut jouer des 80 matchs par année, là, l'année dernière, il a manqué quelques matchs. Tout le dossier COVID, ironiquement, va lui avoir fait perdre environ une quarantaine de matchs, cinquantaine de matchs. Il n'y a pas juste ça. Ça fait mal parce que... Sa saison où il a été repêché, c'est le lockout. Il n'a pas pu commencer à 18 ans. Il a commencé à 19 ans. Oui, il commençait à 19 ans, a manqué une demi-saison aussi au niveau du deuxième lockout. Mais il faut faire attention parce que Wayne Gretzky aussi a vécu le lockout de 94. Mais qui n'avait pas été une saison complète. Non, mais celui de 2012 non plus. Sauf que Wayne Gretzky est arrivé dans la Ligue nationale de hockey à 19 ans aussi, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'il avait joué une année dans l'Association mondiale avec Indianapolis avant de se présenter à Edmonton, avant d'être vendu à Edmonton. Donc, il y a quand même un comparatif là, qui... Mais je veux dire, aussi bon était Wayne Gretzky, je pense que le plus grand marqueur de tous les temps, marqueur pur, c'est Alex Ovechkin. Ouais. Les années 80, là, ça a été difficile pour les gardiens de but. Il y en a certains que parfois, on pouvait penser qu'ils étaient dos à leur filet tellement que les rondelles entraient facilement. Donc, là, aujourd'hui, on a des systèmes de jeu, on a des gros défenseurs, on a de la vitesse, on a des gardiens qui sont habiles. Puis la vitesse de ses tirs, la manière qu'il peut marquer, Ovechkin, j'espère qu'il va le rejoindre. Je pense même que peut-être même Gretzky espère le voir s'approcher. C'est certain que lorsque ça va se produire, là, on va avoir du plaisir à suivre ça parce que là, il ne ralentit pas. Il a l'air en mission. Puis chaque fois qu'on lui parle du record, il n'a pas de réponse. Oui, je l'ai vu l'autre jour, là, rejoint Brett Hull au 4e rang. Puis la journaliste, entre les périodes, lui a demandé qu'est-ce que ça t'a fait de rejoindre Brett Hull, de dépasser Brett Hull. Comment tu t'es senti? Puis sa réponse a été écoute, on jouait pas bien en première période, donc c'est un but qui nous a donné de l'élan. C'était ça. Comme quoi, hein, son focus n'est pas... Et c'est d'ailleurs ce que Fabien disait, il ne faudrait pas qu'il se focalise que sur ce record. Ils ont le potentiel d'aller chercher une deuxième Coupe Stanley. Ben, clairement, là, Ovechkin agit comme un capitaine. Il a pris beaucoup de maturité depuis son entrée dans la NHL, et ça, on le voit. Est-ce qu'on pense qu'il peut le battre? Honnêtement, moi, en date du 18 novembre, je vais dire que oui. Oui, parce que, comme tu le dis, c'est le plus grand marqueur pur de la NHL que la NHL a connu, et je nous le souhaite. Parce qu'honnêtement, tous les records sont faits pour être battus. Et de voir ce record-là être battu, ce serait tout simplement exceptionnel pour notre génération qui n'ont pas eu la chance de voir jouer beaucoup Wayne Gretzky ou pas du tout. Nick, on est dans le positif, on va terminer dans le négatif. Évidemment. Les Canadiens de Montréal, hein, c'est... Est-ce qu'on est reparti pour une autre heure, Nick? Oui, on vient de partir pour 1h30, je te dirais. Quel lendemain de veille. Hein? Une bonne brosse. Hein? Ça a été le party en bon français. Là. C'était la fête l'année dernière lorsqu'on a atteint la finale de la Coupe Stanley. C'était inattendu. Un beau printemps. Et là, chez les Canadiens, c'est le lendemain de veille. On perd nos gros éléments. Chez Weber, bon, c'est pas clair s'il va rejouer un jour dans la NHL ou même au Joe hockey. Drouin semble pas très optimiste.
Non, c'est ça exactement. Jonathan, c'est peut-être échappé un peu en disant Ouais, qu'il avait pris sa retraite. Donc, techniquement, il n'est pas à la retraite. Carey Price, bon, n'a pas joué depuis le début de l'année, a révélé qu'il avait, bon, entré dans le programme d'aide aux joueurs, demandé de l'aide. C'est très correct, puis c'est une bonne chose qu'il aille chercher de l'aide. Commence à revenir au jeu. Là, honnêtement, les Canadiens de Montréal ne sont pas éliminés mathématiquement, mais c'est tout c'est comme. comme si, ouais. On joue mieux présentement, mais là, on a tellement de blessés qu'on a beau mieux jouer, on ne réussit pas à aller chercher le but supplémentaire qui nous donne la victoire. Il n'y a pas de. On manque, le niveau d'effort n'est pas là. Dominique Ducharme, l'entraîneur, n'a pas de solution présentement. Donc, on est tellement tombé de haut. Ce qui s'est passé durant l'été aussi, on a perdu Philippe Danault, qui était un bon modèle dans cette équipe-là, que les partisans adoraient. J'ai rarement vu une saison morte avec autant de déception. On le sait, bon, la sélection de Logan Mailloux aussi qui a fait beaucoup jaser. C'est déception après déception, si bien que quand la saison s'est amorcée, c'était pas plein au Centre Bell, ou peut-être le premier match, mais depuis, c'est pas plein. Il n'y avait pas Il y a... d'enthousiasme pour une Non, saison après finale de la Coupe Stanley. ouais, c'est vraiment bizarre. On dirait que tous les coups durs durant la saison morte, on s'est fait je sais pas comment vous dites en Suisse, là, mais on s'est fait niaiser par les Hurricanes de la Caroline et on a perdu Jesperi Kotkaniemi. Oui, on a été chercher Christian Varak avec ça, mais il y a une ambiance, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas. Cette équipe-là, vraiment, le lendemain de veille, c'est le terme parfait pour décrire ce qui se passe. Et là, ben écoute, on va repêcher très tôt, à mon avis, là, lors du prochain enquête. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, surtout sachant que Ouais, Shane Wright est disponible, un c'est joueur ça. qu'on qualifie comme peut-être un exceptionnel, qui est un exceptionnel d'ailleurs en OHL. Euh, C'est ça. il y a Sébastien qui dit Petrie fait erreur sur ses derniers matchs depuis le début de la saison, mais il joue blessé par contre, Jeff Petrie aussi. Mais c'est vrai qu'il n'est pas l'ombre de lui-même. Non, non, absolument pas. Nick, pour terminer sur le Canadien, qu'est-ce qui doit être Mhm. fait comme priorité? Parce que, on le sait, le directeur général Marc Bergevin est à sa dernière année de contrat. C'est très rare que tu vois un directeur général qui n'a pas plusieurs années devant lui parce que là, il doit prendre des décisions importantes, mais techniquement, a un peu les mains liées parce qu'il ne sait pas son avenir va être où. Donc, de faire des gros mouvements de personnel, c'est difficile. Dominique Ducharme, tu l'as dit, il semble pas avoir des réponses. Moi, Dominique Ducharme, puis on s'en était parlé aussi à sa nomination, j'étais pas convaincu de Dominique Ducharme. Et quand tu regardes la feuille de route de Dominique Ducharme avec le Canadien de Montréal, c'est pas reluisant du tout en saison régulière. Heureusement qu'il y a eu les playoffs pour le signer parce que je pense pas qu'avec la fin de saison, si le Canadien avait été éliminé par Toronto en première ronde, je pense pas qu'on aurait revu Dominique Ducharme derrière le banc du Canadien de Montréal. Les transactions, on s'entend qu'en étant proche du plafond salarial avec des gros contrats lourds sous la main, c'est difficile de procéder à des transactions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à court terme. Toi, tu vois quoi comme solution? Je pense que tu viens de résumer tous les problèmes qui font que cette organisation-là ne pourra pas se relever de ce début de saison-là. Même là, on a des jeunes qui s'en viennent, mais encore là, les jeunes qui s'en viennent, on dirait que c'est. À un certain moment donné, on parlait du bassin de joueurs des Canadiens, puis c'était tellement beau à voir. Kotkaniemi, un troisième choix, finalement, on s'est visiblement trompé. On aurait dû prendre Brady Tkachuk. Cole Caulfield, il est dans la Ligue américaine présentement. Donc là, soudainement, ce bassin d'espoir-là semble beaucoup moins reluisant. Ce qu'il y a en haut présentement, ça va pas très bien. Notre défensive, ça va pas du tout. On a signé plusieurs joueurs, mais des joueurs bons qui sont plus dans le prime de leur carrière. David Savard n'est plus dans son prime. Il a un contrat pour 3 ans. Mike Hoffman, c'est intéressant, mais euh, les Canadiens, on regarde là, si on regarde dans les 10 dernières années, les Canadiens de Montréal ont repêché 2 fois au troisième rang. On a connu 2 fois des saisons comme celle qu'on semble en train de connaître où tout déraille dès le début de la saison ou presque. On finit très bas, puis ensuite, l'année d'après, on rebondit quand même. C'est ce qu'on se doit de faire chez les Canadiens. Après ça, bon, est-ce que Marc Bergevin va être là? Est-ce que Dominique Ducharme va être là? Je ne le sais pas. Qui sont les candidats pour les remplacer? Hein? On le sait, à Montréal, ça prend des francophones. Est-ce qu'on a à la tête présentement un directeur général possible pour francophone? Les candidats ne pleuvent pas. Il n'y en a pas une tonne. Entraîneur-chef aussi. Donc, il y a comme
on est comme un peu peinturé dans un coin. Il y a de grosses décisions qui attendent le président Jeff Molson. Est-ce qu'on va offrir un nouveau contrat avec Bergevin? Est-ce qu'on veut garder Marc Bergevin? Je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression que ce qui va être à surveiller chez les Canadiens, c'est pas sur la patinoire pour le reste de la saison, c'est au deuxième étage. Oui, parce que Bergevin, ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Là, on entend Mhm. beaucoup de noms. Patrick Roy, d'ailleurs, il y a Kevin qui dit Roy comme directeur général. Je pense que le problème avec Patrick Roy, c'est qu'il a une équipe junior, les Remparts de Québec, qui est là où il voulait les amener, qui pourrait potentiellement Mhm. participer, se rendre loin en playoff en LHJMQ, dans la Ligue junior majeure du Québec, pourrait éventuellement rêver d'une Coupe Memorial. C'est l'équipe de Patrick Roy en ce moment. Est-ce qu'il veut la quitter là avant de la rendre jusqu'au bout? Pour le Canadien de Montréal, est-ce qu'il va vouloir attendre l'été? C'est plein de points d'interrogation pour Patrick Roy. Je pense qu'il va peut-être y avoir de la pression mise par Jeff Molson pour un peu faire bouger les choses dans le cas de Roy s'il veut ce poste-là comme DG. Reste à voir. Mais le Canadien, je pense qu'on doit mettre un X sur cette saison-là et essayer peut-être d'aller chercher des choix de repêchage, se débarrasser de lourds contrats. Tu parlais de Cole Caulfield, là, pour terminer rapidement sur le Canadien. Je suis allé parce que j'étais de passage au Québec la semaine dernière. Je Ah suis oui? allé. Oui, on s'est vu d'ailleurs, Nick. Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je jouais la magie, là, comme quoi on se connaît seulement par l'entremise professionnelle, là, Jonathan. Là. Je t'ai également vu dans le cadre personnel aussi. Oui, Mais je suis allé voir le exactement. Canadien contre les Kings de Los Angeles. Et sur le Centre Bell, Cole Caulfield est partout. Les maillots de Cole Caulfield se vendent. C'est un jeune homme de 21 ans. C'est un marqueur de but. Il doit apprendre beaucoup sur le hockey. Après les playoffs qu'il a connus, évidemment, c'était enthousiasmant, mais il a été mis dans une position où il avait beaucoup de pression et je pense que cette pression-là sur un marqueur, où est-ce que tu le sais que ça va être des segments où il va marquer, où il va avoir des difficultés, où il va marquer. Cole Caulfield n'a pas le physique non plus ou la défensive pour changer son style de jeu et être utile ailleurs. Je pense que c'était beaucoup de pression rapidement pour un jeune et c'est une bonne chose qu'on le renvoie en bas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de problèmes chez le Canadien. Kevin qui termine en disant « Ça serait une belle histoire s'il venait à l'été Patrick Roy comme DG du Canadien. » Nick, on fait rapide ton dernier flop parce que j'avais dit que tu en prenais deux de chaque. Ah, l'Avalanche du Colorado, c'est quel début de saison difficile. On les voyait au sommet. C'est pas à la hauteur. On a eu quand même des blessés. Kel McCarr, bon, plutôt lent début de saison un peu. McKinnon est blessé. On a eu de la COVID. L'arrivée de Darcy Kemper à date, c'est pas parfait. C'est mon flop, mais de début de saison. Attention, là, on était en train de remonter la pente du côté de l'avant, remonter la montagne, même, je pourrais dire, hein, dans le cas du Pour club être qui joue à con. Denver, pour faire une C'est le mauvaise même image. concept ici. Oui, ben c'est ça, vous le savez plus que moi. Là, moi, au Québec, à Montréal, c'est plat. C'est très plat. Nous, le ski, là, on fait pas de champion beaucoup. Hein. Mais bon, C'est pas pour rien. non, c'est ça. On avait Devin Taze qui était sur la liste des blessés. Donc, c'est ma déception, mais c'est en attendant. Parce que là, ça va être le fun de voir l'Avalanche essayer de remonter, même si on a encore des blessés, même s'il nous manque des joueurs. Cette équipe-là a trop de talent. Et je n'haïs pas ça de voir l'Avalanche faire face à de l'adversité tôt en saison. Parce que lorsqu'on arrive en séries éliminatoires, on ne livre pas la marchandise du côté de l'Avalanche. Puis peut-être parce que c'est un petit peu trop facile en saison. Donc, de se retrouver dans cette posture-là, ben ça va peut-être être payant là, à terme pour le Colorado. Nick, c'est dans la défaite qu'on apprend parfois et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Moi, je crois beaucoup en l'Avalanche du Colorado depuis la saison dernière. J'avais été un peu déçu d'eux déjà qui se fassent éliminer en playoff en deuxième ronde là, contre Vegas. Mais je crois beaucoup en cette équipe-là et j'ai l'impression qu'ils vont revenir. Moi, je crois pas vraiment en les rumeurs là, de Samuel Girard qui pourrait partir, qui est sur le marché des transactions. Samuel Girard a un très bon contrat. C'est un défenseur offensif. C'est un défenseur qui a sa place en NHL depuis qu'il a fait sa place malgré son petit gabarit. Très mobile, gagne 5 millions par saison, je pense, pour les 5 prochaines années. Donc moi, ça, j'y crois pas. J'ai l'impression vraiment qu'on veut aller jusqu'au bout. Au Colorado, ce serait très surprenant qu'on change un joueur aussi dominant. Nick, Oui. vas-y, termine là-dessus. Ah, ben, j'allais dire, ouais, non, je suis de ton avis. Je veux dire, on va aller chercher de la profondeur, mais lorsque les joueurs vont revenir, les Comfort, les McKinnon vont revenir, le joueur qu'on va aller chercher va se situer où dans la formation? Je préfère avoir une excellente défensive avec Samuel Girard
que de l'échanger. Je pense que la seule raison pour qu'on échangerait Girard, c'est davantage le plafond salarial que d'autres choses. Merci beaucoup, Nick, d'avoir pris cette heure pour être avec nous. Évidemment, on le rappelle, on peut te lire quotidiennement sur lnh.com, donc le site en français de la NHL, et on peut t'entendre sur le balado La Tasse de Café LNH. Je pense que vous le faites aux 2 semaines à peu près? Environ, oui. Évidemment, c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming. Amazon, on est partout. Faites une recherche, là, La Tasse de Café LNH, vous allez trouver. Oui, toujours intéressant que tu fais avec tes collègues à lnh.com. Nous, on se donne rendez-vous samedi à 22h. C'est moi qui commenterai le match d'NHL cette semaine entre les Devils du New Jersey et le Lightning de Tampa Bay. Donc, on pourra voir à l'œuvre Jonas Sigenthaler et Nico Hischier. Donc, 22h sur MySports 8, si je ne m'abuse, samedi pour ce match. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition d'Overtime NHL. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bye bye.